Bonjour à tous et bienvenue dans cette section qui concerne toujours notre chapitre dérivation et études de fonctions. Alors, cette fois-ci, on va proposer quelques méthodes après avoir ou bien après avoir fait un tour sur l'essentiel du cours. Je rappelle qu'on a vu comment calculer la dérivée d'une fonction et on a mentionné le fait qu'il s'agit bien d'une notion locale, c'est-à-dire il s'agit d'une recherche d'une limite d'un rapport f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. Et puisqu'il s'agit d'une limite, et il se peut que cette limite existe à droite, et dans ce cas, on parle de la dérivée à droite, ou bien il existe à gauche, et dans ce cas-là, on parle de la dérivée au point, en fait, à gauche d'un point donné. Et bien évidemment, pour conclure, une fonction est dérivable, c'est les dérivables à droite et à gauche, et on a l'égalité de nombre dérivés. Encore, il se peut que cette limite n'existe pas, et dans ce cas-là, la fonction n'est pas dérivable en ce point. Et puis, on a passé à la notion de la dérivabilité sur un intervalle tout entier, en considérant un intervalle comme un ensemble de points, comme on a déjà vu pour la notion de la continuité. Et puis, on a évoqué quelques points que vous n'avez pas vus l'année dernière, en première baccalauréat, à savoir la dérivée de la fonction racine énième et la dérivée de la fonction réciproque, et également la dérivée de la fonction composée. Alors, on va passer un peu pratique et essayer de travailler méthodiquement. Alors, la première méthode que je vous propose, c'est comment, et ça peut être un petit rappel également de l'essentiel de ce qu'on a déjà vu. Alors, comment étudier la dérivabilité en un point. Alors, pour étudier la dérivabilité d'une fonction f en un point, on utilise l'une des deux techniques suivantes. La première, il s'agit en utilisant la définition, parce que c'est comme ça qu'on a défini la dérivabilité d'une fonction en un point, c'est-à-dire on cherche la limite de ce rapport f de x moins f de x0 sur x moins x0. Je tiens à signaler que l'on trouve toujours 0 sur 0, ça veut dire une forme indéterminée, parce qu'il faut proposer des techniques familières pour enlever cette indétermination. Deuxième méthode consiste à considérer la fonction f comme étant produit aux sommes de... Quand je dis produit aux sommes, je peux bien dire différence aux quotient, parce que la différence, c'est la somme des quantités plus l'opposé. Et le quotient, c'est également le produit d'une quantité fois le symétrique ou bien le quotient. Donc, ou bien composé de fonctions dérivables, ou encore quotient de fonctions dérivables. Bien sûr, quand on parle de quotient, il faut s'assurer naturellement que le dénominateur n'est pas nul. Et on a vu des fonctions, comme dans le cas de la continuité, des fonctions de référence qui sont dérivables, les polynômes par exemple. Attention à l'erreur suivante. On ne peut pas écrire f de x0 que si f est d'abord défini au point x0. Hein. Donc, de plus, il ne faut pas se donner la peine de chercher ou bien d'étudier la dérivabilité en un point qui n'appartient pas à l'ensemble des définitions. Peut-être que ce n'est pas clair, mais vous allez trouver que généralement, on propose une fonction en deux parties, si vous voulez, c'est-à-dire le premier morceau les définit la fonction pour un x différent d'un certain x0, et la deuxième partie, c'est l'image de ce point, point x0. Et donc, on ne peut pas, par exemple, calculer f de 3 si on a f de 3 égale à 0. Hein, dans l'expression proposée. Donc, en tout cas, je vais vous proposer un exemple pour voir les choses plus claires. Hein. Mais l'idée, c'est ça, c'est que s'il n'y a pas d'image de la fonction, si on ne dispose pas d'image de la fonction, bon, ce n'est pas, bien sûr, naturellement et logiquement nécessaire d'étudier la dérivabilité en ce point.
Donc, j'en profite également pour souligner l'implication très importante, c'est qu'on a déjà parlé du fait que si la fonction elle est dérivable, alors, il s'agit d'une application, alors elle est continue. Donc, la contraposée la contraposée équivalente de cette implication, alors si f n'est pas continue, alors elle n'est pas dérivable. Et donc, c'est en quelque sorte comme ça. Donc, s'il n'est pas continu, ce n'est pas nécessaire de chercher ou bien d'étudier la dérivabilité. Voilà donc ce que je vous propose. Alors, voilà l'exemple typique dans cette erreur fréquente. Regardez cet exemple. On n'a pas aussi la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à la limite de f' de x. C'est-à-dire, il ne faut pas en général calculer la fonction dérivée et puis la faire tendre quand x tend vers x0 pour conclure que la fonction elle est dérivable en point. Voilà un exemple. f de x égale x carré 1 moins cosinus 1 sur x. X dépend de 0 et vaut 0.x0. La fonction, bien sûr, elle est continue, elle est dérivable sur R étoile. On va la dériver. Et donc, la dérivée va nous donner 2x1 moins cosinus 1 sur x moins sinus 1 sur x. On va vérifier. Et puis, pourtant, la fonction f de x, f' de x, n'admet pas de limite au point d'abscisse 0. Regardez, parce que la fonction sinus n'admet pas de limite au voisinage de plus l'infini. Et pourtant, la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à 0. Regarde, la simplification par x. Donc, à vérifier et à garder même cet exemple comme un très bon contre-exemple. Vous en aurez besoin, par exemple, lors d'un concours. Donc, revenons, récapitulons. L'idée, c'est de ne pas passer à dériver la fonction, puis faire tendre le x vers x0. Ce n'est pas en général correct. Remarque, l'interprétation graphique de la fonction dérivable en un point est la suivante, c'est que la courbe représentative de la fonction admet au point x0 f de x0 une tangente d'équation cartésienne que l'on propose sous la forme réduite y égale f' de x0 x moins x0 plus f de x0. Je veux bien que vous aurez cette question, donner l'interprétation graphique de résultat. Je vous propose un exemple d'application. Voilà donc la fonction, elle est définie par partie. C'est la première remarque dont je vous ai parlé. Alors, vous pouvez par exemple voir que vous pouvez pas, l'on ne peut pas calculer les marques de 5 pour cette partie parce que x, elle est strictement supérieure à 5, ça veut dire qu'il n'est pas défini point 5. Et donc, pour calculer les masses de 5, on devrait prendre cette deuxième quantité, ce deuxième morceau, cette deuxième partie de la fonction, parfois fonction définie par partie. Donc, c'est ça la première remarque. Question, étudier la dérivabilité de la fonction f sur R tout entier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez arrêter la vidéo pour faire le tour de la question, la lire soigneusement. Pour ma part, je vais passer rapidement sur l'essentiel. Alors, on va travailler d'abord sur des intervalles et puis on va étudier la dérivabilité au point x égale à 5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà la bonne rédaction que je vous propose, c'est-à-dire travailler par des fonctions. Regardez l'expression qui se trouve à l'intérieur du signe radical, elle est dérivable, elle est positive sur l'intervalle ouvert 5 plus l'infini, donc la fonction racine de f de u, elle est également dérivable. De l'autre côté, on a une fonction polynomiale qui est dérivable sur r tout entier, en particulier sur 5 plus l'infini, donc le produit nous donne une fonction qui est dérivable. Donc, c'est ça normalement la méthode que je vous propose pour rédiger correctement pour étudier la dérivabilité en un point d'une fonction sur un intervalle donné. De même, sur l'autre intervalle, regardez, c'est bien de fonctions dérivables, ensemble de fonctions dérivables
sur R en particulier sur moins l'infini 5. Regarde ici, il s'agit d'une fonction fractionnelle. Et donc, le quotient x carré plus 1, elle est différente toujours de 0, et donc elle est. Il nous reste à étudier la dérivabilité au point 5. Point 5. On dit en fait normalement au point d'abscisse, puisque le point il est composé, c'est un couple. Et donc, par abus de langage, on dit au point x0, mais en fait, c'est en point d'abscisse, 0 égale à 5. Alors, le fameux rapport. Alors, là, ce rapport f de x moins f de 5, donc attention au calcul de f de 5, on décroche depuis là où la fonction est définie. Hein. C'est-à-dire, on va utiliser la première expression. Et donc, regardez, on va trouver que f' droite de 5 égale à 0. Et de l'autre côté, on va trouver qu'on a un petit problème, c'est qu'on va trouver 0 sur 0, il s'agit bien d'une forme indéterminée, alors, mais on a un polynôme d'ordre 3. Et donc, si on a un polynôme, la technique d'enlever la détermination, l'indétermination est de faire une factorisation. Or, pour un polynôme d'ordre 3, on peut passer que par la division euclidienne en cherchant une racine triviale. Donc, sauf que cette fois, la racine est claire, c'est 5. Donc, on divise par x moins 5 qui l'on factorise. Donc, après cette factorisation, il y aurait bien entendu une simplification et on va trouver le résultat, mais à vérifier. Finalement, on a f' droite de 5 différent de f' gauche de 5 et notre fonction n'est pas dérivable au point x0 égale à 5. Bien entendu, arrêtez la vidéo pour lire à tête reposée le contenu et occasion pour refaire l'exercice à la main. Ou bien l'exemple typique. Remarque, le point de coordonnées 5f de 5 est un point anguleux. Alors, la courbe représentative de la fonction admet au point 5, 0, deux demi-tangentes distinctes d'équations. Voilà. Alors, on a mentionné dans une remarque précédemment que l'interprétation d'une fonction dérivable en un point, c'est que sa courbe représentative admet au point x0 une droite d'équation y égale f' de x0, x moins x0, plus f de x0. Or, puisqu'on a deux nombres dérivés à droite et à gauche, donc naturellement, on devrait avoir deux droites. En fait, on dit deux demi-droites parce qu'on est à gauche et à droite, et vous pouvez imaginer la droite graduée. Et donc, on a deux droites ou bien deux demi-tangentes. Alors, dans ce cas-là, où f' droite est différente de f' gauche, on aura deux demi-droites et vous pouvez imaginer que si vous voulez tracer cette courbe, alors vous allez avoir quelque chose comme ça. Et donc, il y a un angle. Hein. C'est pourquoi on appelle ce point un point anguleux. Ce point, il est appelé un point anguleux, c'est-à-dire la fonction, vous pouvez l'imaginer très rapidement comme ça. Voilà. Donc, il y a en quelque sorte un angle. Donc, voilà pour cette remarque. On va passer à la méthode suivante, comment calculer les dérivées des fonctions ordinaires. Alors, attention à l'erreur suivante. Avant de se lancer dans les calculs, il faut d'abord signaler l'ensemble de points de l'intervalle où la fonction en question est dérivable. Donc, c'est une erreur fréquente. La majorité passe au calcul formel sans préciser que la fonction est dérivable et sans également préciser l'intervalle ou bien le domaine où la fonction est dérivable. Parfois, pour le domaine, pour préciser le domaine, c'est coûteux, ça va demander plus de temps et parfois c'est difficile. Dans ce cas-là, l'exercice vous propose, comme question auxiliaire ou première, de donner d'abord le domaine de définition de la fonction. Mais c'est le cas en général. Il ne faut pas se lancer dans le calcul ou bien dans le calcul sans préciser le domaine de définition et sans préciser d'abord pourquoi il est dérivable. Parce que toutes les fonctions, bien entendu, ne sont pas dérivées. Remarque, dans le cas d'une fonction
Dans le cas d'une fonction qui est, c'est pas fractionnel, hein, c'est pas fractionnel. Dans le cas d'une fonction, par exemple, racine d'un polynôme, hein, on a deux conditions à vérifier. D'abord, la dérivabilité et deuxième point, il faut qu'elle soit positive. Alors, une remarque. Cette remarque, en fait, elle concerne le domaine de la définition de la fonction f et le domaine de définition de la fonction f'. Ce n'est pas la même chose. Voilà l'exemple. Racine de x, il est bien défini sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini, mais sa dérivée qui est 1 sur 2 racines de x est définie sur 0 ouvert. Là, donc, l'idée. Hein. Ça joint l'erreur fréquente qu'il faut faire attention au domaine de définition de la fonction dérivée. Alors, le tableau classique des fonctions, c'est juste à titre de rappel, vous le connaissez déjà, il faut la prendre par cœur. Alors, rien ajouter, vous savez tous comment trouver la dérivée, vous avez déjà vu ça l'année dernière. Et voilà un exemple typique d'application, calculer la fonction dérivée de cette expression racine de x moins x à la puissance 4 plus de x, 1 sur x carré plus 4. Alors, comme on a dit, il faut d'abord commencer par préciser le domaine de définition de chacune des fonctions et puis faire l'intersection pour trouver finalement que c'est r plus étoile moins pi demi plus 4 qui avec k appartient à 7 et puis se lancer dans les calculs. Alors, voilà pour les calculs. Attention, il faut faire les calculs à la main. Ça ne sert à rien que je vais vous citer comment. Je me contente de vous orienter, mais c'est à vous de trouver le résultat. Lors des concours, par exemple, on s'intéresse au résultat final. Et donc, vous pouvez faire votre calcul avec précision. Donc, comparez votre résultat avec le mien. Autre méthode, comment composer la dérivée de fonctions. Alors, le calcul de la dérivée de la fonction sinus carré, par exemple, sur son ensemble de dérivabilité, à savoir R, en utilisant le tableau précédent, c'est-à-dire on va écrire sinus carré égale sinus x fois sinus x, c'est-à-dire on va la considérer comme un produit. Et donc, comme un produit, ça va nous donner sinus prime, dans la dérivée et cosinus, et ainsi de suite. On va trouver finalement sinus carré prime égale à 2 cosinus x sinus x. Attention à la rédaction, ça, c'est pas correct. Il faut faire sortir la parenthèse en x. On écrit sinus au carré prime de x. Attention à cette écriture. Hein. Sinon, ça, c'est un nombre. Leur en dérive, c'est 0. Hein. Donc, je vais souligner ceci. En revanche, pour calculer la dérivée de sinus x à la puissance 2010, attention ici, normalement, on devrait écrire x entre parenthèses. Et cette puissance ici, hein, sinus à la puissance 2010, parenthèse x. Donc, il y a beaucoup d'imprécisions, mais je l'ai signalé hein, à ne pas faire ceci. Voilà la bonne écriture, c'est celle sinus à la puissance x. Alors, donc, c'est juste pour introduire l'utilité de la composée de la fonction. Donc, au carré, c'est simple, mais est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce qu'on peut faire ceci pour une puissance plus grande, par exemple, 2010? Donc, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? On n'a qu'à appliquer la propriété ou bien le théorème qui nous donne la composée de fonctions, à savoir G rang F', c'est G' rang F fois F', c'est ce qu'on va appliquer pour calculer dans cet exemple pratique typique la dérivée de sinus à la puissance 2010 de x. Regardez. Alors, il y a toute une introduction qu'il faut respecter parce qu'on devrait calculer l'image de premier intervalle et s'assurer que la deuxième fonction elle est dérivable sur l'image de cet intervalle. Hein? Donc, ça, c'est important et c'est l'une des erreurs de rédaction aussi lors d'un examen national. C'est-à-dire qu'il faut d'abord calculer l'intervalle, l'image de l'intervalle, et puis bien sûr en respectant l'ordre, vous savez que G rang F, c'est pas F rang G. Le rang, ça veut dire tout simplement rang, c'est un rang-point, c'est quelque chose de rond, hein, forme circulaire, mais c'est un petit rang. Donc c'est pourquoi on dit F rang G. Et donc l'ordre, il est important, F rang G, c'est pas G rang F,
Et donc, vous pouvez voir que l'on commence toujours par F et donc il faut chercher l'image par F. Si on a G en F, on commence par chercher l'image de par G. Alors, voilà l'expression, mais notre fonction, c'est x à la puissance 2010, regardez. Et donc, G en F, x à la puissance 2010, c'est la composée de ces deux fonctions. Je vous laisse voir comment on a. Bien sûr, c'est juste pour valoriser que la composée nous aide vraiment à calculer les dérivés, mais par la suite, vous aurez à pratiquer cette technique directement. Voilà les quelques exemples très pratiques qui concernent la composée de la dérivée de la composée de fonction. Si on a fn de x, sa dérivée, c'est nfn-1 de x, f hein, de x. Attention à cette écriture, hein, le n doit être placé ici. De même, ici, regardez, donc sans se casser la tête par cette formule, vous pouvez l'écrire sous la forme f à la puissance moins n. F à la puissance moins n et appliquer ce résultat. C'est très pratique. F, racine de f de x, c'est également f à la puissance 1 sur 2. Et donc, on peut appliquer toujours la formule. Sinus de f de x égale à moins sinus f de x. Attention à le composer, bien sûr, sur l'intervalle de l'entrée. Comment exploiter la dérivée d'une fonction? Alors, on a beaucoup parlé de la dérivée d'une fonction, mais quelle est l'utilité? La première utilité, comme vous avez déjà vu l'année dernière, c'est qu'il nous permet d'avoir la monotonie de la fonction à travers une question de signe. C'est la fonction f', elle est strictement positive, ou bien elle est seulement positive, alors la fonction, elle est croissante. Et ça, c'est très important. Mais le problème, c'est qu'on devrait savoir les techniques de calcul de signes. C'est ce que peut-être je vais vous proposer la section prochaine. Erreur fréquente. Si on a quel que soit x appartient à i, f de x égale à constante, ça veut dire ceci implique que quel que soit x appartient à i, f de x égale à 0. Pourtant, la réciproque n'est pas correcte. C'est-à-dire, si on a f' de x elle est nulle, ça veut pas dire que la fonction elle est nulle. Voilà un exemple. La fonction partie entière. Bien, disons, la fonction, pour ceux qui ne connaissent pas cette fonction, la fonction définie par 1 c'est x appartient à 0,1 et 2, c'est x appartient à 2,3. Alors, la fonction, elle est continue dérivable sur cet intervalle. De plus, sa dérivée, elle est nulle sur j, mais elle n'est pas constante. Car l'idée, pourquoi? Parce que la réunion de ces deux intervalles n'est pas à un intervalle et donc la propriété n'est pas applicable. Et on rappelle que la réunion de deux intervalles dans l'intersection et l'ensemble vide n'est pas un intervalle. Donc, attention, lorsqu'on applique un théorème sur un intervalle, il faut bien s'assurer qu'on travaille dans un intervalle. Remarque, on propose d'écrire l'expression de la dérivée sous forme factorisée. Pourquoi? Parce qu'on a à chercher le signe, donc ceci pourrait bien me faciliter la recherche de signe. Les solutions de l'équation f' de x égale à 0 sont les extrémums de la fonction. Attention, on a dit extrémum, il pourrait être, ce peut qu'il soit des maximums ou bien des minimums. Une erreur fréquente, il se peut, voilà le contre-exemple, si on a f' de a égale à 0, sans que f de a soit un extrémum de la fonction f. Par exemple, la fonction 1 sur 3 x à la puissance 3, vous pouvez imaginer cette courbe représentative, c'est quelque chose comme ça. Donc, au point 0, regardez, on a f' de 0 égale à 0, mais ce n'est pas un point extrême. Pourquoi? Parce que on ne change pas de signe. La dérivée ne change pas de signe. C'est ça l'air. Voilà, donc c'est un très bon exemple à garder également dans l'esprit. Par ailleurs, le signe de la dérivée seconde permet d'étudier la concavité de la courbe représentative. C'est f seconde, elle est positive, alors elle est convexe, ça veut dire dans cette forme, et si elle est négative, elle aura cette forme, c'est-à-dire concave, convexité et concavité.
Bien entendu, je vous signale d'arrêter la vidéo pour mieux comprendre. Et pour ma part, je vais peut-être finir par cet exemple. Soit f une fonction numérique sur un intervalle i qui vérifie quel que soit x appartient à i, f de carré de x égale à 4. Alors, montrer que quel que soit x égale à i, alors f de x égale à 2, ou bien f de x, quel que soit x appartient à i, f de x égale à moins 2. Alors, ça paraît logique, mais on va raisonner par là-dessus. On suppose qu'elle existe, hein, on va supposer, on va raisonner par là-dessus. Donc, la négation de cette proposition, puisqu'il y a le ou, c'est elle existe un x, elle existe un x, et ici, on aura et. Hein. Donc, on va trouver un point x1 qui est dans l'image est 2, et à la fois, on va trouver un autre point dans l'image est moins 2. C'est ça, donc, la contraposée. C'est ce qu'on a écrit ici. Et donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un point x3 appartient à cet intervalle tel que f de x3 égale à 0. Attention, j'ai écrit ici l'intervalle par des parenthèses et non pas par des accolades parce que je ne connais pas l'ordre de x0 et x. Donc, ceci est impossible parce qu'on a quel que soit x dans cet intervalle, il est différent de 4, de f carré est égal à 4 de n'importe quel élément, en particulier pour le x3, or ceci égale à 0, ce qui constitue bien une contradiction. Un très bon exercice, très rapide. Donc, merci de votre attention. C'est pas encore fini, on n'a pas encore fini par les méthodes. Là, je vous donne rendez-vous la vidéo prochaine. On va parler de la dérivée de la fonction réciproque. C'est aussi important. Merci de votre attention et à la prochaine.